Les élections ont des répercussions majeures, notamment en ce qui concerne le droit de vote et les obstacles qui peuvent être mis en place pour limiter la participation des électeurs. Après 2020, environ 20 États dirigés par des républicains ont adopté des lois qui compliquent l'accès au vote, en particulier pour les communautés noires et brunes. Ces mesures semblent spécifiquement conçues pour restreindre leur droit de vote en instaurant de nouveaux obstacles. L'administration de Pam Bondi, en tant que procureur général, a ordonné au ministère de la Justice et à la Division des droits civiques, dirigée par Ardilan, de rejeter une affaire initiée sous Biden il y a 4 ans contre l'État de Géorgie. Cette affaire dénonçait les restrictions imposées aux bulletins de vote par correspondance et d'autres modifications du processus électoral, comme des formes de suppression des électeurs. Aujourd'hui, cette administration semble soutenir ces mesures restrictives. En juin 2021, l'administration Biden, avec le procureur général Merrick Garland et les unités chargées de la protection des droits civiques et de l'intégrité des élections, avait intenté des poursuites contre plusieurs États, dont la Géorgie. Ces États, après les élections de 2020, ont cherché à limiter l'accès au vote des populations noires et brunes en restreignant l'utilisation du vote par correspondance, en réduisant les jours de vote anticipés et en modifiant les lieux de scrutin. Leur objectif semble être de rendre le vote plus difficile, plutôt que de garantir des élections accessibles et équitables. Les restrictions mises en place dans certains États n'ont rien à voir avec la sécurité ou la prévention de la fraude électorale. C'est un prétexte utilisé par les républicains pour justifier des mesures qui compliquent considérablement l'accès au vote. Ils raccourcissent la période de vote anticipée, réduisent les moyens de voter à l'avance, rendent le vote par correspondance plus compliqué et suppriment les boîtes de dépôt des bulletins. Leur justification ? La sécurité et la fraude. Mais où est la fraude ? Toutes les études sur les élections montrent que la fraude électorale est extrêmement rare. Le chiffre le plus élevé observé est de 0,003%, ce qui signifie qu'il s'agit de cas isolés, comme une personne votant avec le bulletin d'un proche décédé ou se trompant de bureau de vote. Même des républicains ont été pris en train de voter illégalement. Mais cela ne justifie pas de compliquer l'accès au vote pour des millions d'électeurs. Dans les démocraties modernes, voter est un processus simple et accessible, comparable à retirer de l'argent à un distributeur automatique, souvent sur une période d'1 mois. Mais aux États-Unis, le vote est limité au seul mardi de l'élection, ce qui restreint les possibilités pour de nombreux citoyens. Un bon exemple est la loi SB 2011 en Géorgie, qui a été contestée car elle imposait de nouvelles exigences strictes pour voter par correspondance. Alors qu'un électeur signe déjà son bulletin sous peine de parjure, cette loi exigeait une pièce d'identité supplémentaire et un déplacement en personne pour valider sa demande, ce qui complique inutilement la procédure. Pour beaucoup, notamment ceux qui cumulent plusieurs emplois, cela rend le vote encore plus difficile. À titre de comparaison, dans le New Jersey, lorsqu'un électeur se présente, il n'a pas besoin de pièce d'identité. Il lui suffit de signer sous peine de parjure pour confirmer son identité, et cela suffit aux autorités électorales. Alors pourquoi compliquer le processus ailleurs ? Faciliter le vote devrait être une priorité et non le contraire. À un moment donné, la région métropolitaine d'Atlanta comptait environ 100 boîtes de dépôt pour les bulletins de vote par correspondance. Mais soudain, ce nombre a chuté drastiquement, passant de 90 à seulement 23. En plus de cette réduction, les horaires ont été raccourcis, rendant encore plus difficile l'accès au vote. Ce n'est pas tout. Non seulement ils ont imposé une identification supplémentaire pour les bulletins de vote par correspondance, mais ils ont aussi interdit aux groupes de distribuer de l'eau et de la nourriture aux électeurs patientant parfois 6, 8, voire 12 heures dans les files d'attente. Aider ces personnes ? Interdit. Tout est fait pour rendre le processus de vote plus éprouvant. Donald Trump, de son côté, a signé un décret exigeant que tous les bulletins de vote soient reçus le jour de l'élection, indépendamment de leur date d'envoi. Pourquoi ? Si un bulletin est tamponné avant la date limite, cela devrait suffire, comme c'est le cas pour d'autres documents officiels du gouvernement. Mais cette règle affecte directement les militaires, les vétérans et les expatriés, dont les votes risquent d'être rejetés s'ils arrivent en retard. Et si un citoyen ne possède pas le document exact exigé pour prouver son identité ? Pas de Real ID avec un drapeau ? Pas de passeport ? Faut-il déterrer son certificat de naissance pour voter ? Tout semble conçu pour compliquer l'accès au vote,
en particulier pour les minorités. Dès que les républicains ont compris que les électeurs noirs et bruns votaient en majorité d'une certaine façon, ils ont mis en place des restrictions pour tenter de les décourager. Face à cela, l'administration Biden et le procureur général Merrick Garland ont tenté de s'opposer à ces mesures. Malheureusement, les affaires fédérales avancent lentement, bien plus lentement que celles impliquant Trump. Après 4 ans de bataille juridique, Pam Bondi a donné l'ordre de clore l'affaire en cours contre ces lois restrictives. Son objectif ? Faire classer tous les dossiers de ce type. Quant à Harmeet Dillon, à la tête de la division des droits civiques du ministère de la Justice, son engagement envers les droits civiques des minorités est pratiquement inexistant. Tout cela ressemble à une mauvaise plaisanterie.